جبتها. اي جبتها. يلا يلا جيب $20 بالاول. $20 شنو تقصد؟ بالاسبوع الماضي كان 15. ما تريد كيف عاد؟ إن كان هيك مريض. Monsieur, c'est un honneur de rencontrer Hercule Poirot. Mon oncle Arthur m'a dit plein de choses sur vous, bien sûr. Étiez-vous sur une affaire à Bagdad? Non. Ce qui est intéressant, c'est que Poirot a reçu un télégramme d'une vieille amie à lui disant qu'elle avait quelques problèmes et lui demandant s'il pouvait la retrouver à Bagdad. Une belle femme. Elle serait d'origine russe et comtesse Vera Rosakov. C'est vrai? Merci Hastings de raconter ma vie à Monsieur Coleman. Pendant votre absence, oncle Arthur, nous aussi, nous avons eu quelques émotions à Tel Yaremja. Mais je n'ai été absent qu'une journée. Bien, ce matin, un arabe a trouvé la mort sur le site. Il a été étranglé, apparemment. Grand Dieu! Tiens, c'est Sheila Maitland. Son père est superintendant de la police de Bagdad. Il doit être sur les fouilles. Il n'aime pas du tout que Sheila vienne ici toute seule. Comment allez-vous, Sheila? Pourriez-vous éloigner cet engin, Coleman? Si nous faisions la course. Peut-être n'avez-vous pas remarqué que vous êtes en voiture et moi à cheval. Toujours prête à plaisanter. Sacré Sheila. Je vous remercie, Hastings. Dites-moi, ai-je réellement manqué de tact en parlant de la comtesse? Pourriez-vous manquer de tact, Hastings? Oh. Vous avez des nouvelles? Non. C'est étrange tout de même. Elle réserve à l'hôtel, vous envoie un télégramme et quand vous arrivez, elle est partie en voyage. Oui. Bonjour. Je me présente, Eric Leitner. Ah. Vous devez être Hercule Poirot, le grand ami du capitaine Hastings. C'est un honneur de me trouver devant un archéologue si distingué, professeur Leitner. L'honneur est partagé, croyez-le bien. Faites attention, ce sont les bagages de Monsieur Poirot. Bonjour, superintendant. Comment allez-vous? Ah, vous voilà, professeur Leitner. Nous avons eu un peu de chance pour Je ne crois pas que vous connaissiez Monsieur Poirot. Je vous présente le superintendant Maitland de la police de Bagdad. Bonjour, monsieur. Superintendant? Parfait. Alors, je disais, le garçon qui s'est fait étrangler hier, il est fiché chez nous. Il s'appelle Isaad Baki. Une petite frappe. Il faisait dans le recel, le vol d'antiquités, la vente de drogue, la prostitution. Je voudrais donc interroger tous vos travailleurs arabes. Je continue à privilégier la piste des antiquités volées qu'ils vendaient à l'un d'eux. Bon, très bien. Faites ce qui vous semble nécessaire. Je vous prie de m'excuser. C'est ici que vous allez loger. J'espère que vous vous sentirez à votre aise dans ce modeste logement. Oh, ne vous inquiétez pas, professeur Leitner, je suis un homme au goût très simple. Oh, attention. Oh, cet homme qui s'est fait tuer, c'est terrible, ça. C'est certain. Nous avons des personnages douteux qui rôdent à Tel Yaremja depuis que nous avons commencé à découvrir les artefacts en or. C'est moi que vous cherchiez, Annie?
Oh, professeur Liner, c'est exact. Je montrais sa chambre à notre invité de marque, Monsieur Poirot. Miss Johnson, mon bras droit, pourrait-on dire. Oh, vous êtes trop gentil. Ravi de vous rencontrer, mademoiselle Johnson. C'est un honneur pour moi. Vous serait-il possible de venir voir les perles que j'ai trouvées ce matin? Bien sûr. Le dîner est à 20h, Monsieur Poirot. Il n'y a pas de moustiquaire, Hastings? Oh, on ne s'ennuie pas avec ça ici. Il n'y a pas d'eau à proximité, ce qui veut dire que les moustiques sont plutôt rares dans le coin. Et puis, nos 2 piqûres ne vous font pas de mal. Je suis extrêmement sensible aux piqûres, même s'il ne s'agit que d'1 ou 2. Inutile de vous dire que le climat est très fébrile avec ce que nous trouvons ici. Ah, Bill, vous tombez bien. Je vous cherchais. Père Lavigny, voici Monsieur Hercule Poirot. Il va rester un peu avec nous. Très heureux de vous rencontrer, Monsieur Poirot. Mon père. J'ai beaucoup entendu parler de vos exploits. Si j'en crois mon dossier, Monsieur Mercado vous a confié un cylindre sceau qu'il a trouvé hier pour que vous le déposiez en salle des antiquités. Oui, c'est exact. Savez-vous où il est? Eh bien, je l'ai mis sur cette étagère. Il n'y est pas, en tout cas. Tout le monde sur le toit, s'il vous plaît. Sacré Liner, il faut toujours qu'il fasse une photo lorsque nous avons un visiteur distingué. Si Laurent Dufond pouvait se déplacer sur la gauche. Vous n'êtes pas tout à fait symétrique. Alors, capitaine Hastings, poussez les moulins à bras si vous n'avez pas assez de place. Madame Leitner, qu'est-ce qu'un moulin à bras? Une meule pour le grain. Apparemment, ils en trouvent beaucoup plus que quoi que ce soit d'autre. Où est Monsieur Mercado? Joseph n'aime pas se faire photographier. Et Monsieur Carré n'est pas là. Tu es encore sur le site. Alors, tout le monde me sourit et regarde bien l'appareil. Personne ne bouge. Monsieur Poirot, j'ai bien peur que vous ne nous trouviez de triste compagnie ce soir. Nous sommes bouleversés par le décès de ce pauvre arabe. Je comprends. C'est quelque chose de tout à fait malheureux, Madame Leitner. Faisait-il partie de vos employés? Oh, si on veut. Beaucoup d'entre eux sont là temporairement. Oh non. Ça va aller, Joseph. Que se passe-t-il, Monsieur Mercado? Tout va bien. Désolé. Je lisais hier soir dans mon guide touristique pourquoi cette partie de l'Irak s'appelait la Mésopotamie. Apparemment, c'est un mot grec qui signifiait entre deux rivières. Prenons par exemple le mot hippopotame. Eh bien, hippo veut dire rivière et potame veut dire cheval. Rivière, cheval, hein, voyez-vous? Non, et je crois que c'est dans l'autre sens. Hippo veut dire cheval et potame veut dire rivière. Sinon, cela ferait entre deux chevaux. Et étant donné que méso veut dire entre, apparemment, Mésopotamie signifierait entre deux rivières. Les deux rivières étant le Tigre et puis une autre. L'Euphrate. C'est bien ce que je disais, entre deux rivières. J'aurais pensé que vous saviez maintenant que le dîner était à 20h, Monsieur Carré. Je suis vraiment désolé, Madame Leitner. Je croyais que le travail était tout ce qui comptait ici. Pas lorsque c'est aux dépens du confort des autres. Nous avons fini notre potage, voyez-vous. Ce n'est pas un problème. Il fallait absolument que je prenne les mesures de ces murs. C'est exact. Oui, tout à fait. Il a fait très beau encore aujourd'hui. En se cachant du soleil, bien sûr. Ah, voilà le poisson. Un
un poisson qui vient de l'une de vos rivières, capitaine Hastings. Ne serait-ce pas un esturgeon? Ici, il porte le nom d'Ibiaria et il est absolument délicieux. Les Arabes ne sont pas de grands connaisseurs en poissons. Ne trouvez-vous pas que ce père Lavigny est quelqu'un d'étrange? Il y a quelque chose de bizarre chez lui. Mais c'est curieux. C'est un philosophe, un archéologue de renommée mondiale. Et en lisant ses livres, il m'a fait l'impression de quelqu'un d'enthousiaste, d'une grande éloquence, alors que là, nous l'avons à peine entendu faire une phrase complète. Hastings, peut-être repartirai-je pour Bagdad demain après-midi par la voiture postale. Poirot, écoutez, j'ai été marié pendant quelques années. Permettez-moi de vous dire que j'ai appris une ou deux choses sur le beau sexe. La comtesse Rosakov ne viendra pas, vous savez. C'est peut-être vrai, Hastings. Mais la raison profonde de ma décision vient surtout du fait qu'à Bagdad, les chambres ont l'électricité. Et il y a beaucoup moins de risques que le sable s'introduise dans les sous-vêtements. Je ne sais pas comment vous avez supporté cela pendant 2 semaines. Eh bien, la famille, vous savez. J'avais dit à Billy que je ne ferais pas que passer. Vous êtes un homme plein de courage. Bonne nuit, Hastings. Bonne nuit, Poirot. Dormez bien. Infirmière, j'ai revu le visage. Je l'ai vu par la fenêtre et il y avait quelqu'un dans la pièce à côté qui grattait. Ça va aller. Il ne faut pas vous en Allez chercher Eric. Tout de suite. Dépêchez-vous. Professeur Lagner. Professeur Lagner. Que se passe-t-il? J'ai revu le visage par la fenêtre. Je l'ai entendu très nettement. Il grattait contre le mur. Que se passe-t-il? Madame Leitner a vu un visage à sa fenêtre et il y avait quelqu'un dans la pièce des antiquités. J'y vais. Hein, infirmière? Tout va bien. Respirez profondément. C'est ça. Mais que faites-vous là, Père Lavigny? J'ai vu de la lumière, je pensais qu'il y avait quelqu'un. Je voulais simplement vérifier que rien n'avait été pris. Qu'en pensez-vous? On dirait bien de la cire pourtant. Regardez, près de la poignée. Hein, je l'ai remarqué quand j'ai pris la photo. Cela pourrait être des coulures de bougies? Et qui daterait de 6000 ans? Je ne le crois pas, non. Il n'y a pas eu un peu d'agitation ici cette nuit? Il n'y avait pas de bougie en tout cas. Le Père Lavigny avait une lampe torche. Mais que faisait-il là? Il a entendu du bruit. Et que vaut cette dernière traduction? Ne soyez pas injuste envers le Père Lavigny, Richard. Pour l'instant, nous n'avons trouvé que 4 tablettes et 4 seaux, dont un qui a disparu. Je vous fais mes excuses. Mais tout le monde dit que c'est un très bon épigraphiste, alors je suis impatient de le voir au travail. Il me vient à l'esprit que votre travail et le mien ont beaucoup de points communs. Vous croyez?
Ce que j'ai toujours voulu faire, c'est creuser dans la terre et découvrir les secrets que le temps a enterrés. Exactement. Aller fouiller dans le passé. Passer au tamis quantité de choses pour trouver des indices. Et les personnages importants avec lesquels vous traitez sont décédés. Je parie que vous n'avez pas autant de papier que moi. Non. Vous savez, le monde est submergé par la paperasse. Tout le monde va penser que je suis folle. Mais non, voyons. Des bruits dans la nuit, des visages à la fenêtre. Non, il se passe quelque chose ici. Je ne serais pas surpris qu'on ait voulu effrayer les membres de l'expédition. Vous le pensez vraiment? Vous... Qui est-ce? Que peut-il bien faire? Capitaine Hastings? N'ayez crainte. Vous voyez dans quel état je suis? Jutsi-Wayana, Lema. Okinawa, Ubati. C'est vraiment désagréable. Aucun homme du chantier n'arrive à me comprendre. Alors j'ai essayé avec cet homme. Il est de la ville et je voulais voir si je me débrouillais mieux, mais pas du tout. Le professeur Leitner dit que mon arabe est trop pur. Il peut y aller, c'est bon. Suivant. Pauvre petite chose. Je dirais qu'il avait 6 ans environ, envoyé dans l'autre monde sans rien d'autre qu'une petite cruche et un collier de perles. Peut-être est-ce tout ce dont nous avons besoin, mademoiselle Johnson. Je sais que c'est difficile à croire, monsieur Poirot, mais vous ne pouvez pas savoir comme nous nous amusions, le professeur Leitner, Richard Carré et moi, les premières années quand nous sommes arrivés. Nous étions une équipe formidable. Mais quoi, mademoiselle Johnson? Oh. Pour être franche, depuis que le professeur Leitner est marié, je reconnais que c'est une personne tout à fait charmante et je comprends très bien qu'il ait pu être attiré par cette femme. Mais si elle a besoin d'une infirmière pour lui tenir la main parce que ça l'angoisse d'être dans un pays étranger, il fallait qu'elle reste en Amérique. Et maintenant, nous avons un détective. Oh, non, mademoiselle Johnson, vous faites erreur. Je peux vous assurer que ma présence ici n'est que pure coïncidence. Oh. Quand on parle du loup, il arrive. Oh, c'est absolument magnifique. Elle est presque intacte, c'est incroyable. Je trouve que leur poterie est grossière comparée à celle des Égyptiens. Je ne suis pas d'accord, monsieur Mercado. Elle est peut-être simple, mais... Oh mon Dieu! Sergent! Comment vous sentez-vous, capitaine? Oh, ça peut aller. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Mercado? Pourquoi me demander ça? Cet homme est fou, ça va de soi. Il voulait vous tuer pour venger son frère. Je ne vois pas. Il raconte n'importe quoi. Vous voyez un peu dans quel genre d'endroit je suis venu. Depuis des années, je vis dans la peur de me faire tuer. Ce n'est pas possible. Oh, je peux vous assurer que c'est la vérité. Mais qui voudrait vous tuer, madame Leitner? J'avais 20 ans environ quand je me suis mariée avec un homme de notre département d'État, Frédéric Bosner. Je le connaissais à peine. Il s'agissait d'un de ces mariages stupides qui avaient lieu en temps de guerre. Nous étions mariés depuis quelques jours et il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Frédéric a été tué pendant la guerre, mais cela s'est passé en Amérique. Il a été exécuté pour espionnage. Ça a été horrible. Vraiment horrible. Et puis, environ 3 mois plus tard, quelque chose d'incroyable est arrivé. Je vous attends. Si vous épousez un autre homme, je vous tue. Signé Frédéric. Mais cela est censé venir de votre époux qui est décédé. Oui, c'est exact.
Je pensais que j'étais complètement folle ou que je rêvais. Et finalement, je suis allée voir mon père. Il travaillait pour le département d'État lui aussi. Et il m'a dit la vérité. Mon mari n'avait pas été tué. Il s'était échappé. Le département d'État avait étouffé l'affaire et il essayait de me protéger. Et c'est quelques semaines après son évasion que Frédéric a trouvé la mort dans un accident de train. Mon père, ne voulant pas m'accabler, il a tout gardé pour lui. Je n'aurais pas dû vous raconter ça, mais j'ai pensé que je pouvais me confier à quelqu'un comme vous. Une personne qui ne m'est pas proche et qui n'est là que pour quelques jours. Et vous disiez avoir reçu d'autres lettres dans ce style? Il y a quelques années, j'envisageais de me marier, je me suis fiancée. Et là, toute une série de lettres est arrivée. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai annulé mes fiançailles. C'était comme si je ne pouvais rencontrer un homme, même si ce n'était que pour nouer des liens d'amitié, sans recevoir d'avertissement. Ensuite, je n'ai rien reçu pendant plusieurs années. J'ai fait la connaissance d'Eric et nous nous sommes fiancés. Rien du tout. Nous nous sommes mariés. Toujours rien. Et il y a 3 semaines de cela, j'ai reçu cette lettre. Je viens d'arriver. Et si ce n'est pas votre ex-mari qui se la petite lettre? Je ne sais pas du tout. Frédéric avait un frère beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelait William. C'était un enfant très instable, mais il adorait Frédéric. Il pensait peut-être que toute relation que je pouvais avoir avec d'autres hommes était une trahison à la mémoire de son frère. Et ce William Bosner, pensez-vous qu'il aurait eu une quelconque envie de se venger? Le fameux soir où j'ai reçu cette lettre, j'ai vu ce visage à la fenêtre. Non! Et pour la première fois, non! J'ai vu la mort. Je ne comprends pas réellement pourquoi vous partez, Poirot, après tout ce que Madame Leitner vous a dit ce matin. Je vous rappelle tout de même que cette dame est en grande détresse. Vous savez, nous sommes tous en détresse. C'est vraiment différent des autres années. Tiens, voilà Carré. Même lui était plutôt joyeux l'année dernière. Que vous le croyez ou non. Il a travaillé avec Leitner pendant longtemps, ainsi qu'Annie Johnson. Elle en veut à Madame Leitner. Elle pense que c'est sa présence qui gâche tout. C'est aussi votre avis, monsieur Coleman? Non. Elle est jalouse, c'est tout. Elle passait son temps à courir après Leitner. Avant, elle lui reprisait ses chaussettes, elle lui faisait son thé. Elle doit vraiment être frustrée depuis que Madame Leitner est là. Ah. Oups! C'était amusant, hein? Nous ne sommes pas obligés d'arriver dans les 5 minutes. On s'amuse bien sur cette route. Vous devenez vieux, oncle Arthur. En ce qui me concerne, monsieur Coleman, j'ai vieilli de 10 ans depuis que je suis monté dans cette automobile. La façon dont je me comporte ne vous concerne pas. Justement, elle me concerne. Alors écoutez-moi bien, monsieur Richard Carré. Ah, tu es là, Louise. Je pensais trouver Miss Johnson. Elle vient de partir pour le site. Oh, tant mieux, je vais la rejoindre. Comment ça va, Richard? Je vais vous aider. Je vais poster les lettres. Merci beaucoup. Dites-moi, monsieur Coleman, reconnaissez-vous cette écriture? C'est celle de notre charmante Louise. Madame Leitner? Oui? Pourquoi? Oh non, pour rien. Elle me faisait penser à l'écriture de quelqu'un d'autre que j'ai vu il y a peu de temps. Oh, Seigneur.
pourquoi s'écrirait-elle des lettres de menace? Cela serait peut-être un peu facile de se fonder uniquement sur la similarité des écritures, Hastings. Mais si elle était coupable, elle ne serait pas la première à avoir fait ce genre de choses. C'est plutôt idiot, si vous voulez mon avis. Déjà, si les gens vous demandaient votre avis, Hastings, il se passerait peut-être du plutôt idiot, je pense. Bonsoir, Hastings. Bonsoir, Poirot. Monsieur, la clé de ma chambre, je vous prie. Bien sûr, monsieur Poirot. La comtesse Rossakoff est revenue à l'hôtel? Pas encore, monsieur Poirot. Ah, merci. Bonjour, Richard. Bonjour, Sheila. Vous êtes bien loin de chez vous? Si Mahomet ne vient pas à la montagne, pourquoi ne venez-vous pas à Bagdad? Je n'y ai jamais rien trouvé de particulièrement intéressant. Vous en êtes sûr? Nous pourrions... Sheila, n'en rajoutez pas. Vous savez que je pourrais largement être votre père. Ce que vous dites est ridicule. En tout cas, vous avez un problème. Quelque chose vous a fait perdre l'esprit. C'est sûrement le soleil. Abdullah, tu ne peux pas répondre quand je t'appelle. Oh, Père Lavigny, savez-vous où est mon neveu? J'aurais aimé qu'il me conduise à Bagdad. Il est déjà parti, je crois. Nous sommes vendredi, c'est le jour de la paye pour les ouvriers. Il doit aller chercher de l'argent à la banque. Ah, quel contretemps. Il y a un peu moins de monde dehors, non? Louise se plaignait dernièrement qu'elle ne pouvait pas se promener. Je vais la prévenir. À quelle heure Bill Coleman revient-il de Bagdad, normalement? Oh, je ne sais pas trop. C'est très variable. Oh mon Dieu! Louise! Oh Louise! Elle est décédée?
grand Dieu! Pas d'alcôve, pas d'armoire, et pas de rideaux derrière lesquels on aurait pu se cacher. Non. Le corps était sur ce tapis. Leitner dit qu'il n'a fait que lui soulever la tête. Il n'a pas changé sa position. Tout a l'air tellement simple. Madame Leitner est allongée à moitié endormie. Quelqu'un entre par cette porte, elle ouvre les yeux, elle se lève et... Elle reçoit un coup sur la tête. Oui. Il y avait du sang. Elle a certainement fait une hémorragie interne car il y en avait très peu. Et pour ce qui est de l'arme, vous n'avez rien trouvé? Non. C'était quelque chose de lourd. Sans angle ni côté. Soulevé peut-être par le bras d'un homme fort. Oui, sans doute. Je vous remercie, Hastings. Tout a l'air tellement simple. Sauf pour une chose. Si la personne qui est entrée dans la pièce lui était étrangère, pourquoi Madame Leitner n'a-t-elle pas crié pour demander de l'aide? Miss Johnson a dit qu'il lui avait semblé entendre crier. Elle était dans le living room, c'est presque à côté d'ici. La personne ne l'était peut-être pas étrangère. Tout à fait, Hastings. Peut-être a-t-elle été surprise de voir la personne, mais elle n'a pas été effrayée. Je doute que qui que ce soit ait pu entendre crier parce que la fenêtre était fermée. Et elle est toujours fermée l'après-midi pour empêcher les mouches d'entrer. Dites-moi, superintendant, d'après vous, ceci ne serait pas du sang? Cela en a l'apparence, en tout cas. Je ferai des recherches. Bonne idée. Un vrai mystère, hein? Les murs sont extrêmement solides, les fenêtres sont closes et munies de barreaux. Alors la seule façon d'entrer dans cette pièce est par cette porte. La seule façon d'entrer par cette porte est de passer par la cour. La seule façon d'entrer dans la cour est de franchir le porche. Et de l'autre côté du porche, il y a 5 individus qui ont tous raconté la même histoire. À savoir qu'aucune personne étrangère n'est entrée dans la cour aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'ils aient menti. La chambre de Madame Leitner est là-bas. Et vous travaillez ici. Alors la porte de sa chambre est toujours dans votre champ visuel lorsque vous levez la tête de votre travail. Tout à fait. Personne n'aurait pu entrer sans que je le voie. Et vous n'avez pas bougé, là? Sauf quand je suis allé sur le toit quelques minutes pour voir le professeur Leitner. Mais Abdullah, lui, n'a pas bougé. Ah, oui, Abdullah. Et vous n'avez vu personne d'autre entrer dans la cour? Après que Madame Leitner soit entrée dans sa chambre? Non. Le capitaine Hastings est entré par la grille. Ah, mais attendez, il y a 2-3 minutes, lorsque je suis revenu du toit et que je suis arrivé dans la cour, Abdullah n'était pas là. Il s'était éclipsé pour aller voir ses amis dans la tente des gardes. Et Abdullah, combien de temps a-t-il été absent à votre avis? Oh, pas plus de 3 ou 4 minutes. Allons, Marie. Elle a du mal à contrôler ses émotions. Oh, c'est horrible. J'aimais tellement Louise. Madame Mercado, pourriez-vous me dire, je vous prie, ce que vous faisiez au moment de sa mort? Je faisais un shampoing. Vous
C'est vraiment affreux. J'étais loin de me douter de ça. Alors vous n'avez pas quitté cette pièce? Non, pas jusqu'à ce que j'apprenne ce qui s'était passé. C'était affreux. Cela a été une surprise pour vous? Comment ça? Je voulais savoir si elle ne vous aurait pas confié quelque chose, par hasard. Oh non, cette chère Louise ne m'a jamais rien dit. En tout cas, jamais rien dit de précis. Bien sûr, il y avait l'histoire des visages à la fenêtre. Vous n'auriez pas le souvenir de quelque chose qui pourrait nous mettre sur la voie? Non. Non, je ne vois rien. Monsieur Mercado, pourriez-vous me dire ce que vous faisiez au moment du meurtre? Tu étais dans ton laboratoire, Joseph. Oui, c'est bien ça. Oui, comme d'habitude. Et à quelle heure vous y êtes-vous rendu? Il était 1h moins le quart. Tout à fait. Êtes-vous venu dans la cour à un moment ou à un autre? Non. C'est horrible. Je ne peux pas. C'est trop horrible. Nous devons être forts, Joseph. Bien. Personne n'est passé par là, c'est évident. De toute façon, la fenêtre était fermée. Pourquoi Mercado était-il si troublé, à votre avis? C'est tout de même un drôle de personnage. Ce que sa femme disait est probablement vrai. Il est encore secoué d'avoir été agressé par cet ouvrier. Dites-moi, professeur Leitner, l'amour que vous portiez à votre femme était votre passion dominante. Est-ce que je fais une erreur? Non, c'est vrai. Alors je vais vous demander de me dire toute la vérité. Je vous ai absolument tout dit, monsieur Poirot. Non. Non. Vous ne m'avez pas dit, par exemple, pourquoi vous avez invité à se joindre à l'expédition l'infirmière Lesseron. Je me suis déjà expliqué à ce sujet. La nervosité de mon épouse, ses frayeurs... Non. Votre femme est en danger, c'est certain. Elle est menacée de mort, c'est certain. Et vous ne vous tournez pas vers la police, pas même vers un détective, mais vers une infirmière. Je croyais... Voyez-vous, professeur, tout cela est logique. Excepté pour une chose. Pourquoi une infirmière? Il y a une réponse à cela. En fait, il n'y en a qu'une seule et unique. Vous n'avez pas réellement cru que votre femme était en danger. Que Dieu me vienne en aide. C'est exact. Professeur, avez-vous soupçonné votre femme d'avoir écrit ces lettres elle-même? J'ai pensé que le fait qu'elle se fasse du souci et qu'elle rumine sur son passé l'avait peut-être fragilisée psychologiquement. Je me suis dit qu'elle avait dû écrire ces lettres à son intention sans même être consciente de l'avoir fait. C'est possible, hein? En ce qui me concerne, je vois 3 possibilités. 3? Oui. Solution numéro 1, et la plus simple. William Bosner, le jeune frère instable du premier mari de Madame Leitner, veut toujours sa vengeance. Il commence par des menaces et il met celle-ci à exécution. Mais si nous acceptons cette solution, nous sommes obligés de nous demander comment il a pu entrer et sortir sans que personne ne le voie. Et la deuxième solution? Solution numéro 2. Pour des raisons qui lui sont propres, Madame Leitner écrit des lettres des plus menaçantes à son intention. Je pensais que c'était l'idée que vous privilégiez. Mais si cette solution était la bonne, les lettres n'auraient rien à voir avec le meurtre. Et maintenant, nous arrivons à la solution numéro 3. À mon avis, la plus intéressante. Je suggère que les lettres soient authentiques, qu'elles ont été écrites par William Bosner, le jeune beau-frère de Madame Leitner, qui est en fait l'un des membres de l'expédition. Je vous prie de m'excuser. J'ai rejoint l'expédition il n'y a pas plus d'1 mois.
Je viens de l'ordre des Pères Blancs à Carthage. Et avant votre arrivée ici, mon père, aviez-vous déjà fait la connaissance de Madame Leitner? Non. C'est ici que je l'ai rencontrée pour la première fois. L'autre jour, le capitaine Hastings vous a vu parler avec quelqu'un de l'extérieur. Et peu de temps avant, cette même personne avait été surprise à regarder au travers de l'une des fenêtres. Et j'ai eu l'impression qu'il n'était pas là par hasard. C'était également mon avis. Et c'est pourquoi je lui ai dit de s'en aller, sans le ménager. Bon. Le père Lavigny, c'est hors de question, c'est un homme connu. Et puis il n'a rejoint l'expédition que le mois dernier. Il se trouve que c'est moi qui ai envoyé le télégramme dans lequel le professeur Leitner lui demandait de venir à Bagdad. Le professeur Bird était malade. Il a dû rentrer à Boston. Il y a un point de la plus haute importance que vous oubliez, superintendant. Si William Bosner est le coupable, où était-il pendant tout ce temps? Il a dû changer d'identité, s'orienter vers un autre métier. Merci. La comtesse Rosakov? J'ai bien peur que non, monsieur Poirot. Bon. Bonne nuit. Je ne savais même pas que Madame Leitner avait déjà été mariée. Eh bien si, un Américain. Il a mal tourné pendant la guerre. Je me demande ce que va devenir l'expédition maintenant. C'était plutôt le bébé de Leitner. Désolée de vous interrompre. Auriez-vous vu Miss Johnson? Elle n'est pas venue dîner, elle n'est pas dans sa chambre non plus. Vous ne pensez pas qu'elle serait de mèche avec les voleurs d'antiquités? Oh non, voyons, c'est-à-dire que... Vous comprenez, avec un meurtrier dans les parages... Mais que se passe-t-il? Vous ne devez pas rester toute seule dans votre coin à pleurer. Allons, Miss Johnson, allons. Il faut vous reprendre maintenant. Pourquoi êtes-vous dans cet état, Miss Johnson? C'est affreux. Vous vous faites du mal en pensant à tout cela. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé. Allons, ça ne sert à rien de pleurer. Non. Je sais, vous avez raison. Je me comporte comme une imbécile. Ça m'a pris comme ça tout d'un coup. Oui, je sais. Je comprends. Une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux. Oui. Merci beaucoup. Vous êtes quelqu'un de gentil et de sensible. C'est pas souvent que je me comporte de cette façon. Je suis là, ton aventure doit s'arrêter. Cette Leitner n'a jamais été quelqu'un de bien. Donnez-moi ça. Des nouvelles de la comtesse, Poirot? Non. Et pour vous dire la vérité, Hastings, je commence un peu à m'inquiéter. D'abord, il y a eu le télégramme me demandant expressément de l'aide, ensuite son absence quand je suis arrivé à l'hôtel, et maintenant le fait qu'elle ne m'a toujours pas donné le moindre signe de vie. Mais bien sûr, je comprends. Bonjour, mademoiselle Maitland. Bonjour, monsieur le détective belge distingué. Vous avez vu, Hastings? Les gens commencent à se souvenir que je ne suis pas français.
C'est très aimable à vous d'être venue, mademoiselle. Ce que vous avez à nous dire est très intéressant et très important. Asseyez-vous, je vous prie. Je vous écoute. Elle a dû tuer Madame Leitner. Sinon, pourquoi aurait-elle brûlé ce papier? L'écriture était exactement la même que sur les autres lettres. Exact, mademoiselle Lesseran, mais procédons avec ordre et méthode. Pour commencer, vous avez beaucoup de choses à me dire. Nous ne pouvions pas avoir une conversation à tel Yarimja. Mais ce bon professeur Leitner était en adoration devant sa femme. Et il pense que tout le monde ressentait la même chose envers elle. Je ne crois pas que ce soit tout à fait dans la nature humaine. Non. Nous devons parler de Madame Leitner, voyons, comment dirais-je, sans prendre de gants. Alors, qui dans l'expédition n'appréciait pas Madame Leitner? Oh. Vous savez, ce n'est que mon avis. Naturellement. Eh bien, je pense que Madame Mercado ne l'appréciait pas du tout. Ah bon? Et Monsieur Mercado? Il aurait plutôt été amoureux d'elle. Madame Leitner savait être charmante, un peu avec tout le monde, ce qui déplaisait à Madame Mercado, bien sûr. Madame Mercado ne serait pas contente de vous entendre. Une fois, elle a regardé Madame Leitner comme si elle allait la tuer. Oh. Je ne voulais pas dire ça. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire, enfin. Non, mais j'ai très bien compris. Et pour ce qui est de Monsieur Carré? Eh bien, il était toujours très froid avec elle. Et elle avec lui. Il était peut-être jaloux, comme Miss Johnson. Lui aussi était un vieil ami de son mari. Bonjour, Sheila. Regardez, j'ai pris 2 billets pour la soirée dansante du tennis club. Ce n'est pas avant la fin du mois prochain? Je suis au courant, je voulais simplement les avoir le premier. Ça vous plairait? Oh, pourquoi pas? Oui, ce sera bien. Et dites-moi, que pensez-vous des hommes plus jeunes, Hastings? De William Coleman, en l'occurrence? Oh, vous y allez un peu fort, Poirot. C'est mon neveu. Non, c'est votre neveu par adoption, Hastings. Oui, mais c'est la même chose. Quel âge avait-il lorsqu'il a été adopté par votre sœur et son mari? Non, 8 ou 9 ans. Ses parents sont décédés peu de temps après la guerre. C'était plus ou moins des cousins éloignés de Harry Coleman. Où habitait-il, Hastings? En Amérique, en fait. Bill avait un très fort accent américain lorsque... Oh, non. Non. Vous savez que nous ne devons négliger aucune possibilité, Hastings? Mon Dieu. Quelle nouvelle de notre mystère local? J'ai appris beaucoup de choses, mademoiselle, à propos de la victime. D'ailleurs, c'est très souvent elle qui nous donne de précieux indices. Je vois que vous êtes très habile, monsieur Poirot. Merci, mademoiselle. En tout cas, s'il y avait une personne qui méritait de se faire tuer, c'était bien Madame Leitner. Miss Maitland. L'infirmière était complètement aveuglée par elle, comme beaucoup d'autres personnes. Ce que Sheila a pu vous dire, monsieur Poirot, prenez-le avec prudence. On ne peut pas dire que c'était l'amour fou entre elles deux. On ne s'aimait pas parce que Louise savait que je la voyais comme elle était. En fait, ça ne m'aurait pas dérangé de l'envoyer moi-même en enfer. Eh bien, en tout cas, mademoiselle, j'espère qu'après de pareils aveux, vous avez un bon alibi. Un alibi? Je faisais un tennis au club, vous pourrez demander à qui vous voulez. On m'a toujours appris qu'il ne fallait pas dire du mal des défunts. Et c'est stupide, la vérité reste la vérité. Louise Leitner était le genre de femme qui aimait faire du mal, comme ça, pour exercer un pouvoir. Et il fallait qu'elle mette à ses pieds toutes les créatures masculines qui l'intéressaient. Avez-vous parlé de Richard Carré? Si, j'ai parlé de Monsieur Carré. En effet, j'ai expliqué qu'ils ne s'entendaient pas très bien. Qu'ils ne s'entendaient pas très bien, jeune idiote. Carré était amoureux fou d'elle. Dites-moi, Hastings, Monsieur Mercado est-il droitier ou gaucher? Droitier, je crois. Ah bon? Oui. Ah, bonjour, Monsieur Mercado. Bonjour.
Il y a peu de gens qui viennent me voir ici. Vous creusez trop profond, monsieur. C'est très difficile pour les gens, vous comprenez. Les gens devaient être en pleine forme autrefois. Plus on descend, plus on trouve des choses passionnantes. Suivez-moi, messieurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que les poteries que l'on trouve à un niveau supérieur à celui-ci sont vraiment différentes. Je vais vous montrer. Tenez, si vous regardez cette pièce-là... J'ai senti quelque chose me piquer. J'espère que ce n'était pas un scorpion. Faites voir. Oui, voilà. Je savais que j'avais senti quelque chose. Ce n'était pas un scorpion. Sinon, ce serait déjà enflé. Mais on n'est jamais trop prudent. N'est-ce pas, monsieur Mercado? Ça va aller? C'était astucieux, n'est-ce pas? Comment ça, astucieux? Vous avez fait ça? Oui, j'étais l'insecte qui pique, et je pense avoir été très habile. Regardez. Vous n'avez rien vu, n'est-ce pas? Pourquoi avoir fait ça? Je voulais observer son avant-bras, Hastings, celui de gauche. N'avez-vous rien remarqué? Mais si, maintenant que vous me le dites, les marques qu'il avait sur la peau. Oui, je m'en doutais, mais il fallait que je m'en assure. Monsieur Mercado est toxicomane, Hastings. Ah oui, je vois. Et où cela nous mène-t-il? Pour le moment, je ne peux rien dire, mais... Les faits, Hastings, les faits, comme toujours. Ce sont les pierres qui construisent le chemin que nous prenons pour voyager. Poirot voudrait savoir si le cri de Madame Leitner a effectivement pu être perçu par Miss Johnson. Alors, si vous pouviez aller dans la chambre et pousser un petit cri, j'attendrai dans le living room pendant ce temps-là. Oui, bien sûr. Oh, je ne vous demande pas un hurlement, pas comme celui d'une personne qui est terrifiée, non, juste un cri moyen, comme si vous vous étiez cogné, vous voyez? Oui, je comprends. Bonjour, monsieur Carré. Quand vous voulez, mademoiselle. Je l'ai fait, ça y est? Oh, je n'ai rien entendu. Pourriez-vous recommencer un peu plus fort? Oui. Je ne vois pas trop en quoi je pourrais vous aider. Madame Leitner et moi n'avions pas beaucoup d'affinités. Je dirais même que je n'appréciais pas trop l'influence qu'elle avait sur Leitner. Nous étions polis l'un envers l'autre, mais nous n'étions pas intimes. C'est admirablement expliqué, monsieur Carré. Mais il y a beaucoup de bruit qui court et il n'y a pas de fumée sans feu, comme l'on dit. Comment ça? Quel bruit? Enfin, les bruits classiques, à propos de vous et Madame Leitner. Du mauvais esprit, c'est tout ce que les gens savent faire. Vraiment? De vrais chiens, n'est-ce pas? Quelle que soit la profondeur à laquelle vous enterrez un os, un chien va toujours le déterrer. Et en ce qui me concerne, je suis prêt à tout entendre quand il s'agit de la vérité. Vous? Et je doute que vous sachiez la reconnaître si vous l'entendiez. Vous pouvez toujours essayer. Très bien. Je détestais Louise Leitner. C'est l'entière vérité. Alors, vous êtes content? Nous avons essayé plusieurs fois, de plus en plus fort. À un moment donné, l'infirmière a pratiquement hurlé. Je n'ai même pas entendu du living room. Ces murs en terre isolent parfaitement. Très bien, c'est parfait. Le seul moment où ça a marché, c'est quand nous avons ouvert la fenêtre. La fenêtre de la chambre de Madame Leitner? Oui. C'est vraiment très intéressant, Hastings. Vraiment très intéressant. Ah, Madame Mercado, Mademoiselle Johnson, bonjour. Bonjour. Alors, cette enquête, Monsieur Poirot? Oh, ça avance tout doucement, mademoiselle. Mais j'étais à Bagdad ce matin avec le superintendant Maitland. Sa fille est une jeune femme tout à fait charmante, n'est-ce pas? Sheila Maitland. Oui, ça peut aller. Il faut savoir qu'ici, c'est la plus jeune. Alors, elle est un peu gâtée par les hommes qui lui tournent autour. Remarquez, ça n'a pas l'air de lui déplaire.
Elle était là hier après-midi à regarder s'il n'y en avait pas un de son harem. Bon, que faites-vous? Avec ça, nous avons enfin trouvé un autre cylindre Sceaux. Vous voyez, c'est seulement le 4e que nous trouvons sur le site, sans parler de celui qui a été perdu. Et c'est le père Lavigny qui les traduit, n'est-ce pas? Eh bien, en principe, il y a peu de choses à traduire. C'est plus un travail pictural qui est fait là, même si le style varie selon les époques. Celui-ci a une petite inscription juste là près des dessins. C'est probablement le nom du propriétaire. Et de quand date-t-il? D'il y a à peu près 5000 ans. Ah, c'est une grande beauté. Je vais le faire passer sur la pâte à modeler. Ensuite, on va faire un plâtre. Et on travaille à partir de ça. Oh, c'est très ingénieux. Avez-vous beaucoup de pâte à modeler? J'aimerais bien en avoir un peu. Hastings, n'avez-vous pas passé l'âge de jouer avec de la pâte à modeler? Oh, voyons. Non, il y a un trou dans la porte de ma chambre et apparemment les moustiques sont au courant. Il y en a dans le placard à fourniture. Allez vous servir. Bien. Il devait y avoir une serrure auparavant, mais en l'enlevant, ils n'ont pas pensé à boucher. Mais qu'est-ce que c'est? Poirot. C'est un masque. Mais c'est incroyable. Comment est-il arrivé là? Où est Joseph? Joseph? Il s'est levé avant que je me réveille et je ne le trouve nulle part. Je suis vraiment désolé, mais je ne l'ai pas vu. Il ne serait pas sur le chantier. Non. Ce serait une très bonne chose, il est vrai. En tout cas, j'espère que votre séjour vous a plu et que je vous reverrai. C'est juste pour une nuit. Très bien, monsieur. Je vous remercie. Monsieur, je voudrais envoyer des télégrammes. Celui-ci en Tunisie et ces trois-là aux États-Unis d'Amérique. Que personne n'entre. Excusez-moi, pardon, laissez-moi passer. Merci, merci. Pardon.
La drogue m'ayant poussé à commettre un meurtre, je ne peux plus me supporter. Marie sera beaucoup mieux sans moi. Ah, capitaine Hastings. Avez-vous des nouvelles de cet homme que nous avons surpris en train de rôder? L'homme avec lequel j'ai parlé? Non, je ne crois pas. Je n'arrête pas de me demander depuis ce moment-là si cela ne serait pas un Irakien qui voudrait se faire passer pour un Européen. Il m'a paru assez évident qu'il portait un intérêt tout particulier à Madame Leitner. Votre ami, Monsieur Poirot, va venir nous voir aujourd'hui? Non, il a beaucoup de choses à faire. Il a des télégrammes à envoyer. Des télégrammes? Et pour quelle destination? Le monde entier, ce qu'il dit. Mais c'était sûrement un peu exagéré. Il a peut-être aussi exagéré le temps que cela allait lui prendre, capitaine Hastings. Grand Dieu! Poirot! Je ne pensais pas que vous viendriez aujourd'hui. Monsieur Mercado s'est suicidé, Hastings, mais pas un mot. Bonjour, Père Lavigny. Bonjour, Monsieur Poirot. Le Père Lavigny m'a questionné à propos de l'homme que j'ai surpris en train d'espionner. Ah. Mademoiselle? Bonjour, Abdullah. Infirmière, je vais vous demander de venir avec moi. Et donc, en réponse à votre question, mon père, non. Je pense que cet homme est tout à fait sans importance. Oh, quel magnifique objet! Oh, c'est époustouflant! Et si ancien, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il n'y a pas de cire dessus. Comment ça? Oui. Richard Carré n'était pas très content. Il y avait un peu de cire à cet endroit-là. Je vois. Ça devait être de la bougie fondue. Oh non! Non! Voulez-vous que je vienne avec vous? Courage. Alors ce serait Mercado qui aurait tué cet arabe? Oui, mais cet homme était bien connu des services de police comme trafiquant de drogue. Il aurait aussi tué Madame Leitner? Elle savait peut-être que Monsieur Mercado était toxicomane. Et l'on pourrait supposer qu'elle avait le caractère de quelqu'un à révéler un secret lorsque bon lui semblerait, sans en imaginer les conséquences. Et donc, Monsieur Mercado, cela va de soi, aurait bien eu un mobile. Quelque chose ne va pas, mademoiselle Johnson? Eh bien... Quel rapport avec Monsieur Mercado? Vous devez me le dire, mademoiselle. Oh, il y a une chose dont je viens de m'apercevoir. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit? C'est extrêmement important, mademoiselle. Monsieur Poirot, j'ai vu comment quelqu'un pouvait venir de l'extérieur sans que l'on puisse deviner de quelle façon. Et comment? Vous devez nous donner une explication, mademoiselle. Je dois d'abord y réfléchir. Mais c'est... Est-ce qu'elle va bien? Hastings, je vais passer la nuit ici. Ah, bonne idée. Pourquoi lui courir après? Montrez que vous êtes indépendant. Après des années de mariage, je peux vous dire, Poirot... Hastings,
N'est-ce pas votre épouse qui vous a demandé de quitter le domicile? Je ne peux le nier. Qui vous a demandé de quitter non seulement le domicile, mais le continent dans lequel elle continue à vivre? Si, mais rien que pour les vacances. Elle avait besoin de faire un break. Alors peut-être pourriez-vous vous abstenir de vous faire passer pour un expert en psychologie féminine. Je n'aurais jamais pensé cela de Joe Mercado. Je ne me suis jamais douté de rien. Voyez-vous, professeur Leitner, un toxicomane a toujours beaucoup d'imagination pour cacher sa dépendance. Et qu'est-ce que ça a apporté à votre enquête, monsieur Poirot? Je ne sais pas si cela a apporté ou retiré quelque chose, monsieur Coleman. Le fait est que cette enquête progresse plus lentement que je ne l'avais espéré. Mais elle progresse. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle ne nous réservera plus de surprises. Oui, espérons-le. Entrez. Je vous ai apporté un pyjama, Poirot et un rasoir. Oh, c'est très gentil à vous, mon ami. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes sûr de vouloir dormir ici, Poirot? Oui, vous n'avez pas à vous faire de soucis, Hastings. En tout cas, moi, je ne resterai pas là, je peux vous le dire. Hastings, ce qui est fait est fait. La chambre est totalement neutre et le fantôme de Madame Leitner n'a aucune raison de venir me voir. D'ailleurs, j'apprendrai peut-être des choses. Oui, c'est vous qui voyez. Bonne nuit, Hastings. Pardon? Ah, eh bien, bonne nuit, Poirot. Miss Johnson? Mademoiselle Johnson. Mais qu'est-ce que... Mais... Oh. Infirmière. J'arrive. Mon Dieu. Elle a vu quelque chose de corrosif.
On est là, Miss Johnson, on s'occupe de vous. De l'acide chlorhydrique. Que s'est-il passé? Allez chercher mon sac qui est près de mon lit et envoyez quelqu'un à Bagdad qui ramènera un médecin. Oui, mademoiselle Johnson. Oui, dites-moi. Mais qu'y a-t-il, mademoiselle Johnson? Essayez de me parler. Comment Fenêtre? Ce détective belge qui met son nez partout, qu'il continue si ça l'amuse. On peut être à la frontière avant l'aube. Qui a pu faire une chose pareille, monsieur Poirot? Capitaine Hastings, comment va-t-elle? Elle est décédée. Oh mon Dieu. Quelqu'un a mis de l'acide chlorhydrique à la place du verre d'eau qu'elle dépose habituellement à côté de son lit. Dans un demi-sommeil, il en a avalé suffisamment avant de réaliser. Oh mon Dieu. Pauvre Annie. On ne peut même pas savoir si c'est elle qui l'a pris au laboratoire ou si c'est quelqu'un d'autre. Il manque quelqu'un, monsieur. Mais qui? Le prêtre français. L'un de vous est au courant? J'étais au bureau de poste et il y avait un télégramme pour vous. Merci, mademoiselle. Je ne t'avais pas interdit de sortir, Sheila? Oh, je t'en prie. Mais qu'est-ce que ça signifie? Que le père Lavigny n'a pas quitté son monastère à Carthage depuis 6 mois. C'est une plaisanterie. Professeur Leitner, j'ai le regret de vous informer que la coupe en or de la salle des antiquités, quelques objets en fil d'or et certains artefacts ne sont en fait que des copies. Quoi, ce serait des faux? C'est impossible. Connaissiez-vous le père Lavigny de vue avant son arrivée? Pas de vue, non? Ça alors? Lorsque le professeur Bird est tombé malade, vous avez envoyé un télégramme à Carthage, demandant au père Lavigny de le remplacer. Et quoi de plus facile que d'intercepter un télégramme? Superintendant, je pense qu'il serait sage d'alerter les postes frontières pour signaler qu'il se déplace avec une autre personne. Compris, sergent Zibari? Envoyez un communiqué à Bagdad. Oui, monsieur. Pourquoi ont-ils tué Miss Johnson? Qu'avait-elle à voir avec eux? Absolument rien, superintendant. Elle a essayé de dire quelque chose avant de mourir, n'est-ce pas, monsieur Poirot? Oui. Elle a voulu dire le mot fenêtre, apparemment. La fenêtre était ouverte? Oui, elle l'a laissée toujours ouverte. Et je me demande si ce n'est pas comme ça que le verre a été changé. Mademoiselle, si elle avait vu la main mystérieuse passer par la fenêtre et faire l'échange de verre, pensez-vous réellement qu'elle en aurait absorbé le contenu sans la moindre hésitation? Alors pourquoi aurait-elle parlé de la fenêtre? Sommes-nous certains que... Superintendant! Ouvrez-moi ça. Regardez. Si ce n'est pas du sang, alors dites-moi ce que c'est. Ah, je m'en veux, Hastings. J'aurais dû l'obliger à nous parler. Vous voulez dire quand elle a dit qu'elle savait comment on pouvait entrer de l'extérieur sans être vu, c'est cela? Oui, oui. La pauvre femme. Comment auriez-vous pu l'obliger à le faire? Sacré nom d'un chien. Qu'a-t-elle bien pu voir? Mais elle a dit qu'elle voulait y réfléchir. Oui, c'est d'ailleurs ce qui a signé son arrêt de mort. Si seulement elle nous avait parlé. Oh, oh. Que dites-vous, mademoiselle?
Oh, Hastings! Où avais-je la tête? Mon Dieu, j'étais tout près de la vérité. C'était très clair. C'était si simple. J'ai déclaré plusieurs fois au cours de la présente enquête que cette affaire tournait autour de la personnalité de Madame Leitner. Il m'est apparu très rapidement que Madame Leitner était dotée par la nature non seulement d'une grande beauté, mais d'une sorte de magie catastrophique. C'est quelque chose qui accompagne parfois la beauté. De telles femmes apportent aussi le malheur. Il arrive qu'elles l'apportent aux autres. Et il arrive aussi qu'ils se retournent contre elles. Madame Leitner était très jeune lorsqu'elle s'est mariée à un monsieur Frédéric Bosner. Mais elle s'est retrouvée veuve de façon tragique peu de temps après son mariage. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à recevoir des lettres anonymes particulièrement menaçantes, qui, d'après elle, pouvaient être l'œuvre de William Bosner, le jeune frère de son défunt mari. Au fil des années, il ne se passait pas une seule fois, lorsqu'elle avait une aventure amoureuse, sans qu'une lettre de menace lui arrive et l'aventure se terminait là. Et apparaît sur la scène le professeur Leitner. Aucune lettre n'arrive. Ils sont amoureux, ils célèbrent leur fiançailles et toujours pas de lettre. Soudain, rien ne se met en travers du chemin de Madame Bosner pour devenir Madame Leitner. Pourquoi? Et pourquoi les lettres ont-elles refait leur apparition après son mariage avec le professeur Leitner, lorsqu'elle est arrivée ici? Mais ça, c'est le passé, Poirot. Oui, bien sûr, mais un passé d'une importance extrême. Et maintenant, superintendant, j'en viens au présent, en portant un intérêt tout particulier à l'entourage ici présent de Madame Leitner. À première vue, tout le monde aurait pu commettre ce meurtre. Attendez, c'est absolument ridicule. Non, monsieur Coleman, ce n'est pas ridicule. Le premier cas à examiner était celui du père Lavigny, qui, comme vous le savez, s'est envolé et s'est révélé être un voleur et un faussaire d'antiquités archéologiques, mais qui, à mon avis, n'est pas un meurtrier. Il y a aussi 3 personnes dont les alibis sont indiscutables, comme celui du professeur Leitner, qui n'a jamais quitté le toit, de M. Richard Carré, qui travaillait au chantier des fouilles, et de M. Coleman, qui était à Bagdad. Mais même ces alibis, mes amis, ne sont pas aussi valables qu'il y paraît. Non, excepté celui du professeur Leitner. Il ne fait aucun doute qu'il est resté sur le toit tout le temps. Et il n'en est descendu qu'un bon moment après que le meurtre ait eu lieu. Mais maintenant, nous allons porter toute notre attention sur la personne de Mademoiselle Maitland. Mademoiselle Maitland ne m'a absolument pas caché ce qu'elle éprouvait pour Madame Leitner. On ne s'aimait pas parce que Louise savait que je la voyais comme elle était. En fait, ça ne m'aurait pas dérangé de l'envoyer moi-même en enfer. Eh bien, en tout cas, mademoiselle, j'espère qu'après de pareils aveux, vous avez un bon alibi. Un alibi? Je faisais un tennis au club. Demandez à qui vous voulez. Mais était-ce la vérité? Il faut savoir qu'ici, c'est la plus jeune. Alors elle est un peu gâtée par les hommes qui lui tournent autour. Remarquez, ça n'a pas l'air de lui déplaire. Elle était là hier après-midi à regarder s'il n'y en avait pas un de son harem. J'ai entendu une version tout à fait différente en discutant fortuitement avec mademoiselle Johnson. C'est vrai, je suis allée au chantier après déjeuner. Et pourquoi n'avez-vous rien dit quand je vous ai interrogé? C'était hors de question. Papa n'aime pas que je vienne me promener ici toute seule. On s'ennuie à Bagdad, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Mais vous admettez que vous n'aimiez pas Madame Leitner?
Il y a beaucoup de gens que je n'aime pas et je ne vais pas les tuer pour autant. Je suis venue ici parce que j'avais envie de parler à quelqu'un. J'étais presque arrivée quand j'ai vu la voiture de l'expédition arrêtée dans un oued. J'ai trouvé ça assez curieux et j'ai vu Monsieur Coleman. Avez-vous parlé avec lui? Non. Pourquoi? Il avait l'air très furtif et ça m'a fait une impression désagréable. Je sais que cela fait un peu douteux, mais j'ai une explication parfaitement rationnelle. Monsieur Mercado m'avait donné un cylindre seau à mettre en sécurité. Je l'ai mis dans la poche de ma veste. Je suis allé me balader et j'ai tout oublié. Le lendemain, il avait disparu. Il a dû tomber quand j'ai quitté ma veste pendant que je marchais au bord de l'oued. J'ai expédié ce que j'avais à faire à Bagdad et je l'ai cherché pendant 1 heure. Il est vrai que le comportement de M. William Coleman le jour du meurtre était tout à fait douteux. Mais je ne pense pas que M. Coleman, en tant que M. Coleman, ait le tempérament d'un meurtrier. Non. Mais rien ne nous prouve que sa personnalité, qui est des plus agréables, ne cache pas celle dissimulée de William Bosner. Comment pouvez-vous tous écouter ça tranquillement? Mademoiselle Maitland, quand vous êtes arrivée sur le chantier, avez-vous vu quelqu'un? Non, en tout cas personne de l'expédition. Il n'y avait apparemment qu'un contremaître arabe. Chouft, Monsieur Carré. Chouft, vous n'avez même pas vu M. Carré? Eh bien, si, je l'ai vu. Mais très peu de temps, près du chantier. Nous pourrions... Sheila, n'en rajoutez pas. Vous savez que je pourrais largement être votre père. Et vous, Monsieur Carré? Avez-vous quitté le chantier après le départ de Mademoiselle Maitland? Êtes-vous rentré à la maison? Non. Voyez-vous, d'après certains, M. Carré et Mme Leitner ne s'appréciaient absolument pas. Mais une autre personne, Mademoiselle Maitland, avait une théorie complètement différente pour justifier leur attitude de politesse frigide. Et M. Carré lui-même m'a dit quelque chose de différent encore. Très bien. Je détestais Louise Leitner. C'est l'entière vérité. Alors, vous êtes content? Je pense qu'il détestait réellement Madame Leitner. Mais pourquoi la détestait-il? Au début, il était dévoué à son ami et employeur, le professeur Leitner, et plutôt indifférent à sa femme. Mais cela ne convenait pas du tout à Madame Leitner. Non. Alors elle a voulu le prendre au piège. Et là, il s'est passé quelque chose qui, à mon avis, était totalement imprévu. Elle tombe amoureuse de lui. Et il n'est pas capable de lui résister. Très rapidement, j'avais soupçonné ce qui se passait entre eux. Et là, nous pouvons imaginer l'état d'extrême tension nerveuse dans lequel il devait se trouver. Il aimait Louise Leitner, c'est vrai. Mais il la détestait également pour avoir entamé sa loyauté envers son ami. Vous êtes en train de m'accuser de meurtre, Monsieur Poirot. Vous pensez réellement que j'ai tué Louise? Vous êtes fou. Non. Je ne fais qu'emmener chacun de vous en voyage à travers la vérité. Et pour moi, une chose est certaine. C'est que chacun des membres de l'expédition aurait pu commettre ce meurtre. Y compris Mademoiselle Lezoran. Je venais de l'extérieur et je n'étais là que depuis quelques semaines. Justement, mademoiselle, n'était-ce pas ce dont Madame Leitner avait peur, de quelqu'un qui venait de l'extérieur? En tant qu'infirmière, vous auriez pu très facilement tuer Madame Leitner et Mademoiselle Johnson. Mais je ne pense pas que vous soyez William Bosner. Non. Bien sûr, beaucoup d'hommes sont capables de se travestir avec succès, mais non, je suis convaincu que Mademoiselle est exactement la personne qu'elle dit être. Une infirmière de la plus grande compétence. Je vous remercie. Tout le temps, j'avais dans un petit coin de ma tête que l'un des membres de l'expédition aurait peut-être gardé des choses pour lui. Des choses qui auraient incriminé le meurtrier. Dans ce cas, cette personne aurait été en danger. Et cela s'est vérifié de façon tragique par le décès de Mademoiselle Johnson. Il y a 2 jours, l'infirmière découvrait Mademoiselle Johnson en pleurs. Ce n'était pas une femme bien. Donnez-moi ça. La feuille de papier trouvée par l'infirmière
était brûlée par Mademoiselle Johnson. J'ai la conviction qu'avant que Mademoiselle Lesseran entre dans la pièce, Miss Johnson avait fait un peu de rangement dans les papiers. Elle a dû tomber sur un brouillon inachevé d'une de ces fameuses lettres anonymes. L'écriture avait été savamment étudiée pour ressembler à celle de Madame Leitner. Le tueur a eu l'imprudence de laisser traîner la lettre. Maintenant, l'identité de celui-ci est connue de Mademoiselle Johnson. Elle ne comprend pas. Cela la bouleverse complètement. Et le soir de sa mort, le capitaine Hastings et moi-même découvrions Mademoiselle Johnson sur le toit en état de choc. Quelque chose ne va pas, Mademoiselle Johnson? Monsieur Poirot, j'ai vu comment quelqu'un pouvait venir de l'extérieur sans que l'on puisse deviner de quelle façon. Je réalisais que Mademoiselle Johnson regardait exprès dans la direction opposée. Et là, afin de brouiller les pistes, elle a dit la première chose qui lui est venue à l'esprit. Mais le meurtrier qui l'avait observé de très près avait compris qu'elle connaissait la vérité. Elle devait donc mourir. Oui, madame. Et c'est ce qui arriva la nuit même. Qu'y a-t-il, mademoiselle? Et avant, elle essaya de m'aider. Les seuls mots qu'elle ait pu articuler ont été la fenêtre. La fenêtre. Mademoiselle Johnson a essayé de me dire ce qu'elle a découvert quand elle était sur le toit. Comment le meurtre de Madame Leitner avait été commis. En tout premier lieu, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que la fenêtre de la chambre de Madame Leitner donnait du côté opposé à celui de la cour. Donc, Madame Leitner est allongée à moitié endormie. Le masque, qui avait déjà servi à l'effrayer certaines nuits, commence à cogner à la fenêtre. Mais maintenant, elle réalise de quoi il s'agit. Un moulage en plâtre suspendu à une ficelle. Et elle n'a pas peur. Non, elle ouvre la fenêtre et sort la tête pour voir qui a pu lui jouer ce tour-là. Avant que la meule à grains ne lui tombe sur la tête, est-ce que Madame Leitner a vu le visage de son meurtrier? Son cri est entendu par Mademoiselle Johnson, qui lit dans le living room. Mais il est entendu uniquement parce qu'à ce moment-là, la fenêtre de la chambre de Madame Leitner est ouverte, comme cela a été démontré par l'expérience couronnée de succès du capitaine Hastings. Le forfait accompli, le meurtrier remonte la meule à grains à l'aide de la corde à laquelle elle était attachée. N'avais-je pas dit tout du long qu'il s'agissait d'un crime passionnel? Il faut savoir que Frédéric Bosner, le premier mari de Louise Leitner, l'aimait un amour passionnel que seule une femme comme elle pouvait susciter. Mais je m'étais déjà ôté de l'esprit que Frédéric Bosner pouvait être suspect puisque Frédéric Bosner était décédé. Et ce depuis pratiquement 20 ans. C'est ce qui s'est dit en tout cas. Il avait été condamné à mort, c'est vrai. Mais il s'était échappé. Ensuite, il y avait eu l'accident de train. Cette fois, il était mort, c'était certain. Mais imaginons que ce n'était pas le cas. Imaginons qu'il ait réussi à sortir de l'épave avec une nouvelle identité. L'identité d'un jeune homme si défiguré dans cet accident de train qu'il est enterré comme étant Frédéric Bosner, ce qui permet d'oublier le vrai Frédéric Bosner, n'est-ce pas? Il sera libre de se construire une nouvelle vie sous un nouveau nom. Alors, Monsieur Frédéric Bosner est-il parmi nous aujourd'hui? Je dois reconnaître que c'est un homme très habile. Il exerce un nouveau métier qui lui convient parfaitement et qui lui permet de surveiller tous les mouvements de sa femme. Elle n'appartiendra à aucun autre homme.
Et lorsqu'il le juge nécessaire, il lui envoie une lettre. Et il étudie avec beaucoup de soin les particularités de son écriture, au cas où Madame Leitner déciderait de montrer ses lettres à la police. Mais ces lettres anonymes et menaçantes ont cessé de lui parvenir du jour où elle est tombée amoureuse et fiancée avec le professeur Leitner. C'était un mystère. Et peut-être Madame Leitner a-t-elle réussi à le percer juste avant de se faire tuer. Bien sûr, Mademoiselle Johnson avait réalisé que le meurtre avait été commis depuis le toit. Mais ce que Mademoiselle Johnson n'a pas réalisé, contrairement à Madame Leitner, c'est que le meurtrier n'était pas le professeur Leitner qu'elle adorait, mais que c'était en réalité Monsieur Frédéric Posner. Il a dû attendre 15 ans avant que le temps altère son visage et efface de la mémoire de Madame Leitner l'ancien visage de Frédéric Posner. Ils se rencontrent, ils se marient, et tout va bien. Jusqu'à ce que dans la vie de Madame Leitner n'apparaisse Monsieur Richard Carey, et que cela décide de son destin. Il y a un peu moins de monde dehors, non? Louise se plaignait dernièrement qu'elle ne pouvait pas se promener. Je vais la prévenir. Il se dépêche d'aller vers la fenêtre. Il la ferme, ainsi que les volets. Il transporte le corps de sa femme, qu'il dépose entre le lit et la porte. Il remarque alors une petite tache sur le tapis près de la fenêtre. Il le dépose donc devant le lavabo et met celui du lavabo près de la fenêtre. Si cette tache est remarquée, on fera le lien avec le lavabo. Il ne doit absolument pas être suggéré que la fenêtre a joué le moindre rôle dans le meurtre. Oh mon Dieu! Louise! Louise! Un meurtre des plus cruels, professeur Leitner. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous essayez d'incriminer Mademoiselle Johnson, qui était bonne et pleine de loyauté envers vous, et qui était amoureuse de vous, en cachant dans sa chambre la meule à grains avec laquelle vous aviez tué votre femme. Je me sens si fatigué. Je suis vraiment désolé pour Anne Johnson. C'est épouvantable. Inutile. Je n'étais pas moi-même. C'est la peur qui m'a fait faire ça. Vous auriez fait un bon archéologue, monsieur Poirot. Vous avez le don de faire revivre le passé. J'étais fou de Louise. Et je l'ai tuée. Mais elle n'était pas pour vous, Carey. Vous m'avez trahi. Vous nous avez trahis tous les deux. Oh, si vous aviez connu Louise, vous auriez compris. Non. Je pense qu'en fait, vous avez compris.
Poula Hastings. Je profite de mes dernières minutes à Bagdad. Et dans 43 minutes, le dernier train de la semaine part pour Istanbul. Nous sommes à 10 minutes de la gare et le taxi est juste là avec mes bagages. Une tisane vous fera du bien. Je ne savais pas que vous parliez arabe, Poirot. Juste quelques mots que j'ai appris comme ça, Stinks. On ne devrait jamais laisser passer les opportunités que les voyages nous offrent. Master. Monsieur Poirot, je vous trouve enfin. Qui est-il, monsieur? Le téléphone, monsieur. Le téléphone, la comtesse Rossakoff. Ah. Merci. Non, monsieur, elle n'est plus là. Ah. Oui, monsieur, la ligne était très mauvaise et elle m'a dit appeler de Budapest. Budapest? Oui, monsieur. Elle a laissé un message. Je vous écoute. Elle a été demandée d'urgence à Shanghai et dit que vous seriez très aimable de régler sa facture. Sa facture? Oui, monsieur. Elle a dit aussi qu'elle vous remboursera la prochaine fois qu'elle vous verra. Monsieur. Ah, pas un mot, Hastings.